au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Une grande enquête de la firme Léger rendue publique aujourd'hui offre des données inquiétantes à propos de l'état d'esprit de nos jeunes. Comment vont-ils? Est-ce qu'ils envisagent ou non l'avenir avec optimisme? Alors, on constate que les problèmes d'anxiété, d'angoisse sont de plus en plus nombreux, de plus en plus lourds. Leur avenir financier les inquiète aussi. Et ce qui est particulièrement troublant, c'est qu'ils envisagent leur propre avenir de façon plus compliquée que l'avenir, que la réalité que leurs parents ont vécu. Donc, ils pensent de façon majoritaire que ça a été plus facile pour leurs parents que ce sera facile pour eux. Et ça, c'est jamais un signe d'une société qui est en santé. Alors, j'en parle avec Charlotte Fortin, qui est directrice de recherche senior chez Léger. Madame Fortin, bonjour. Bonjour, Monsieur Quentin. Merci de me recevoir en cette fin d'après-midi. Ben, ça me fait plaisir. Dites-moi, Madame Fortin, vous, là, vous avez contribué à cette recherche-là. Vous l'avez en quelque sorte supervisée. Vous en êtes aujourd'hui la porte-parole. Qu'est-ce qui vous étonne le plus dans cette enquête-là? Ce qui nous a étonné le plus, essentiellement, en fait, c'est de savoir que les jeunes ont les mêmes aspirations que leurs parents. Vraiment, la question à savoir, on entend souvent, les jeunes ne veulent plus d'enfants, ils ne veulent plus se marier, ils ne veulent plus acheter de maison, ils abandonnent le modèle traditionnel et les résultats démontrent que ce n'est pas tout à fait vrai. Ils ont la possibilité d'en parler plus ouvertement désormais dans le milieu culturel, la société d'aujourd'hui. Ils peuvent se poser ces questions ouvertement, mais au final, ils aspirent aux mêmes choses que leurs parents essentiellement. La nuance, c'est de savoir est-ce qu'ils ont le portefeuille pour remplir ces aspirations. Là, on n'est pas certain à savoir si leur avenir financier est garanti. Bon, voilà, c'est parce que c'est une des données, moi, qui a particulièrement attiré mon attention. 72% des jeunes croient que les générations qui les précèdent ont eu de meilleures chances de réussir financièrement. Ça, c'est un peu troublant, là. Exactement. En fait, la question qu'on considère, c'est que les jeunes vont probablement, on le voit dans les résultats, donc ils aspirent aux mêmes choses que leurs parents. Il y a même plusieurs Z et plusieurs milléniaux qui sont déjà propriétaires, sont déjà parents, sont déjà mariés. Par contre, ils vont le considérer potentiellement plus longtemps, à savoir si est-ce que je peux me permettre d'avoir des enfants, est-ce que je peux me permettre l'achat d'une maison. On le sait, là, le contexte pour l'achat immobilier, c'est peut-être plus aussi facile qu'il ne l'était il y a 40 ans pour ces générations-là. Bon, la crise climatique aussi est un point qu'ils ont considéré là, quand ils évaluent le tout. Bon, et il y a toute la question des périodes d'anxiété ou d'angoisse. Là aussi, les chiffres sont assez troublants. Hein? Vous nous apprenez que la majorité des jeunes Canadiens rapportent avoir vécu des périodes d'anxiété, 75% des jeunes Canadiens, ou des moments de dépression, 48% au cours de leur vie. Est-ce qu'on a des données pour comparer avec le passé ou c'est la première fois qu'on mesure ces secteurs-là très précisément? C'est des données qu'on suit à chaque année. Il y avait eu une certaine augmentation là, suite à la pandémie pour des raisons qu'on connaît. Depuis les 2 dernières années, ce sont des résultats qui sont stables, mais on s'entend pour dire que ça demeure très, très préoccupant. Là. C'est près de 3 jeunes sur 4 qui se disent anxieux. C'est autodiagnostiqué, bien évidemment. On n'a pas les données réelles. On ne demande pas la prescription d'un médecin à nos répondants quand on les questionne là-dessus, mais c'est tout autant préoccupant d'entendre les jeunes nous dire oui, je me suis déjà senti anxieux. 3 personnes sur 4, là, c'est vraiment énorme et ça se transpose vers les générations plus jeunes aussi. Même les 12 à 14 ans qu'on a sondés sont en majorité là à se dire anxieux dès un très jeune âge. Bon, chez les jeunes Québécois, et ça aussi c'est intéressant, 44% désignent la langue comme l'élément principal de leur identité. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Oui, c'est beaucoup. C'est supérieur à ce qu'on constate dans les autres provinces canadiennes. C'est vraiment uniquement sur la province québécoise que c'est ressorti. En pôle position, vraiment. En plus, la deuxième alternative qui va expliquer, qui va les rattacher à leur identité, c'est la province où ils sont nés, qui est intimement liée avec la langue francophone là, au Québec. Donc ça, on le constate vraiment juste au Québec. Dans les autres provinces, c'est pas une dimension qui va ressortir. C'est très propre à la société québécoise. Bon, on le sait, les jeunes aujourd'hui consomment énormément de médias sociaux. Vous avez enquêté également sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vos données disent? Oui, en fait, les données démontrent
ça a été démontré aussi dans d'autres de nos études qui ont été réalisées par le passé, que les jeunes s'informent largement sur les réseaux sociaux malgré tous les risques qui sont liés à cette utilisation, sachant que les nouvelles ne sont plus diffusées sur ces plateformes. Par contre, ce qu'on constate, c'est que c'est deux jeunes générations qui sont au fait des risques qui sont imposés par l'utilisation de ces plateformes là, pour s'informer. Ils le savent que les algorithmes des réseaux sociaux vont influencer le contenu qu'ils vont voir, à savoir si il y a des alternatives pour demeurer informés, bien là, c'est la question qui demeure. Bon, alors ça, c'est une question assez importante. Vous avez aussi interrogé les jeunes sur tous les programmes là, qu'on appelle de DEI, c'est-à-dire diversité, équité, inclusion. J'aurais pensé spontanément que les jeunes seraient extrêmement favorables à ces programmes-là. C'est pas nécessairement la réponse que vous avez trouvée. Exactement. Non, ce qu'on voit vraiment dans les résultats, c'est que la diversité et l'inclusion, ça fait partie des valeurs fondamentales des jeunes, particulièrement la génération Z. Par contre, lorsque vient le temps de choisir un employeur, ce n'est pas un critère qui va être jugé comme étant essentiel. Nous, ce qu'on en comprend, c'est qu'ils incarnent ces valeurs dans leur quotidien, mais dans le choix d'un employeur spécifiquement, c'est pas quelque chose qui va faire pencher la balance vers un employeur A versus le B. Bon, vous avez rendu votre étude publique là aujourd'hui. Marie-Ève Fournier dans la presse l'a commenté et elle termine son papier avec un paragraphe que j'ai trouvé extrêmement troublant. Je vais vous le lire, vous me direz comment vous analysez ça. Elle dit: c'est ainsi qu'on apprend que 21% des jeunes hommes jugent que les femmes, et là je cite, devraient aspirer à être femmes au foyer. Et pas moins de 15% des répondantes sont d'accord avec eux. C'est presque choquant, là. C'est choquant. On n'a pas besoin du terme presque. Je pense qu'on peut l'affirmer carrément. La bonne nouvelle au Québec, c'est qu'il y a un portrait qui est tout à fait différent. C'est pas vrai. Ce sont des positions qui sont moins marquées. Il y a quand même des proportions qui sont préoccupantes de jeunes Québécois qui vont l'affirmer, mais c'est un portrait qui est moins flagrant. Ces données-là sont sur l'ensemble du Canada. Exactement, okay. Oui, bien évidemment. On entend beaucoup dans les derniers mois. Dans la sphère publique, des contenus qui vont circuler dans les médias sur des propos masculinistes, un retour à des valeurs plus traditionnelles. La Threadwife aussi, pardonnez-moi, sur TikTok est ressortie. Donc, ce sont des discours qui réémergent. On peut se poser la question à savoir si, effectivement, ça fait que les jeunes sont plus nombreux à oser affirmer de telles opinions qui existaient peut-être déjà dans les dernières années. Bon, pour les gens qui sont moins familiers, Mme Fortin, expliquez-nous, c'est quoi là, sur TikTok ce phénomène-là? Oui, le phénomène Threadwife, en fait, c'est Yana Rothmith, là, qui est une influenceuse qui est bien connue, qui a beaucoup fait couler d'encre. Ça peut être des femmes qui vont mettre en valeur un retour à un mode de vie plus traditionnel, donc d'être une mère à la maison qui va consacrer beaucoup de temps, d'énergie à la préparation du repas. Ça, on le voit circuler là, sur les réseaux sociaux dans les derniers mois, dans la dernière année. Donc, c'est certain que ça peut faire, comme je le mentionnais, réémerger certaines tendances, certaines opinions qui était plus tabou, c'était plus gênant de s'affirmer adepte de valeurs traditionnelles dans les 10, 15, 20 dernières années, par exemple. Un petit peu inquiétant pour la suite. Charlotte Fortin, vous êtes directrice de recherche senior chez Léger. Merci d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous, au plaisir. Bonne journée. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Il y a un moment avec Jessica Leblanc, on parlait de Saint-Lin-Laurentide. C'est une petite municipalité, mais ironiquement, elle n'est pas dans les Laurentides. Saint-Lin-Laurentide, c'est dans l'Anaudière. Alors voilà, une particularité géographique du Québec. Catherine, on va maintenant parler de la santé des femmes. On le sait depuis le documentaire L'Automéno, produit et animé par Véronique Cloutier. On entend beaucoup parler de périménopause et de ménopause et de traitements possibles pour soulager les symptômes vécus pendant cette période qui peut être longue. Et lundi, l'Institut d'excellence en santé et services sociaux du Québec a publié un guide justement pour mettre le sujet en avant-plan et qu'on parle des risques reliés à l'hormonothérapie. Pour en parler, on accueille la docteure Lynne Deshôtels, qui est médecin de famille et directrice médicale de la clinique privée CMI-ME. Docteur Deshôtels, bonjour.
Oui, bonjour Philippe, c'est CMIE. CMIE. Intégrative et évolutive. OK, bon, je ne savais pas. C'est très bien, c'est un très beau nom d'ailleurs. Dites-moi, pouvez-vous nous expliquer là, en quelques mots, c'est quoi l'hormonothérapie? Ben, l'hormonothérapie, c'est un choix. Premièrement, c'est de remplacer les hormones qu'on commence à moins fabriquer là, quand on rentre dans la période de périménopause. Et les hormones ont un rôle à jouer, oui, dans la reproduction, les hormones sexuelles, naturellement, mais aussi ont des rôles à jouer à l'extérieur de l'utérus. C'est-à-dire que quand elles commencent à décroître, elles peuvent commencer à causer certains symptômes de tout genre, des symptômes physiques, des symptômes psychologiques, des symptômes même d'énergie et rendre certaines patientes souffrantes. C'est pas une maladie, la ménopause, c'est une transition hormonale. Mais parfois, d'aller voir ce qui se passe puis de considérer les hormones en les remplaçant à des niveaux qu'on a besoin là, pour bien fonctionner, ben ça devient une option thérapeutique intéressante pour plusieurs femmes. Est-ce qu'il y a des risques à prendre de l'hormonothérapie? Ben, c'est bien que tu l'apportes parce qu'on mentionne souvent les risques, puis on focus sur beaucoup. On focus beaucoup là-dessus, alors qu'il y a beaucoup de bienfaits à l'hormonothérapie. C'est que je pense que le guide de l'INES et puis ce qu'on rapporte, c'est qu'il y a peu de risques à faire une hormonothérapie quand on a bien évalué les patientes puis qu'on regarde aussi pourquoi on donne les hormones ou qu'on prescrit les hormones. Les risques ont évolué, c'est-à-dire les notions autour de l'hormonothérapie, il faut remettre les pendules à l'heure. Il y a une étude qui a se jeté une douche froide sur les prescriptions d'hormones depuis les débuts des années 2000. On en entend souvent parler. Mais il faut replacer les pendules à l'heure. Alors, on a changé nos façons de faire. On a personnalisé des approches. C'est sûr que dans un guide pratique comme l'INES, on peut pas guider. Ils ont focusé sur la base, puis ils ont amené des notions aussi pour un petit peu encadrer comment faire pour des médecins qui ont moins d'expérience. Moi, je suis un peu biaisée parce que ça fait des années que je développe mon expérience clinique. Alors, ce qui est important, c'est que on a, oui, des risques, mais c'est des risques relatifs qui sont minimes comparativement à d'autres facteurs de risque, entre autres notre alimentation, l'environnement. Alors, il faut regarder aussi tous les bienfaits d'une hormonothérapie bien dosée, bien équilibrée chez les femmes, afin d'éliminer la possibilité de développer des maladies. Ça peut être préventif et santé quand c'est débuté tôt dans les processus de changement aussi. Alors ça, on en parle moins parce qu'il a fallu qu'on se concentre sur des aspects, qu'on trouve une façon de guider les médecins qui rencontrent les femmes parce que ça devenait un peu un capharnaüm. Alors, je tiens à souligner quand même le travail de l'INES. Ça a été un travail colossal, un beau travail. C'est sûr qu'il y a des petits glitches, que je pourrais dire, dans le guide. Mais ça va prendre peut-être qu'on regarde un petit peu plus loin par la suite, mais il fallait partir de quelque part puis se limiter à peut-être traiter certains symptômes d'une certaine façon, puis peut-être consulter des experts ou des médecins qui ont une expérience en hormonothérapie personnalisée. Voilà, docteur Desautels, c'est quand même relativement nouveau, je pense, au Québec. Moi, ce qu'on me dit, c'est que dans d'autres pays occidentaux, peut-être en France notamment, ouais, c'est beaucoup plus fréquent que chez nous. C'est plus fréquent. Puis aussi, je te dirais que dans d'autres pays, on va aussi considérer toutes les autres approches qui peuvent nous aider à moduler ou améliorer notre équilibre hormonal. Pour ceux et celles qui me connaissent, moi, je vois les hormones en dehors de l'utérus. Et pour rencontrer les femmes souffrantes depuis plusieurs années et ajuster les hormones en fonction de leurs besoins, de comment ils répondent au traitement, on a une approche personnalisée qui est santé sécuritaire, préventive aussi. Alors, on a développé nos façons de faire à observer les femmes, à documenter, et ça se fait dans d'autres pays. C'est pas, j'ai pas rien inventé là. Je me suis servi aussi d'observer d'autres experts comment ils font ça ailleurs. Puis il faut aussi regarder les habitudes de vie. Je pense que quand on considère les hormones comme grands régulateurs de santé, il faut aussi responsabiliser les femmes sur leur santé en les éduquant. Les professionnels de la santé, je ne demande pas mieux de collaborer avec les gens qui veulent apprendre, à comprendre, puis savoir comment faire. Je ne demande pas mieux de le faire.
Mais pour ça, il va falloir passer à une deuxième et une troisième étape. D'ailleurs, j'ai développé une plateforme qui s'appelle masantémeshormones.com, qui est une plateforme éducationnelle sur les hormones, leur rôle sur la santé, à qui veut bien étudier, regarder et mieux comprendre ce que font les hormones. Et les femmes sont rendues bonnes. Elles savent. Le meilleur laboratoire au monde, c'est son corps. Apprendre à se connaître, apprendre à s'observer, et puis il faut apprendre à les écouter, les femmes, si on veut bien faire ça comme médecin ou professionnel de la santé. Docteur Desautels, moi, j'en prends des hormones, là, je le dis, j'en prends, puis ça a changé ma vie, là, vraiment, j'aime ça, je trouve que ça a changé beaucoup de trucs sur mon humeur, entre autres, mais j'ai des amis, des gens autour de moi, dans des cercles d'amis qui me disent que leur médecin de famille ne connaissent pas, veulent pas traiter ça, il y a encore beaucoup il y a énormément un peu de tabou, là. Ouais, de tabou, puis qu'est-ce qu'on dit à ces femmes-là? Où est-ce qu'elles vont pour se faire traiter en hormonothérapie quand le médecin généraliste de famille veut pas le faire? Mais c'est ça le problème, c'est qu'on est encore dans la peur, Catherine, hein? C'est bien ça. Oui, on exact. est encore dans la peur, puis on traîne les mauvais rôles des hormones on a tout replacé les pendules à l'heure en regardant le rôle des hormones, en étudiant. C'est ça. Et puis sélectionner certaines façons de regarder l'hormonothérapie pour un petit peu dire, écoutez, là, on va partir de quelque part, on va faire des choix, on va traiter, on va faire un guide sur traiter avec l'hormonothérapie de base qu'on peut prescrire en pharmacie. On va aussi guider les médecins avec des algorithmes s'il arrive telle situation, parce que je pense qu'on a un grand besoin d'outiller et de guider les médecins. Une médecine de santé, une médecine de précision ou personnalisée, ça demande du temps. Et on sait que les médecins n'ont pas beaucoup de temps. Fait qu'il faut créer des équipes compétentes, d'expérience. Il faut repenser tout ça. Il faut impliquer les femmes dans tout ça. Et ça va prendre du temps parce qu'on a un travail de terrain à faire au niveau éducationnel. Bon, alors, mais il faut rassurer les médecins, arrêter d'être dans la peur qu'ils vont se faire reprocher s'ils font quelque chose. Alors, il y a quand même des choses rassurantes dans le rapport de l'INES. Il y a beaucoup de nuances. On reconnaît qu'il faut écouter, entendre les femmes. C'est aussi une option pour améliorer la qualité de vie des femmes. On a un peu négligé certains aspects, mais je peux comprendre, moi, comme ayant l'expérience que j'ai, je pense que je peux aller là. Puis on peut montrer à ceux et celles qui veulent aller plus loin, puis mieux accompagner les femmes quand on répond pas bien au traitement. Il y en a des cliniques spécialisées. Voilà. Merci beaucoup, Dr Desautels. Alors, il y a des options, il y a de l'espoir, puis on est là pour montrer le chemin. Excellent. Dr Lynne Desautels, médecin de famille et directrice médicale de la clinique privée CEMI. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Un grand événement international de golf, la Coupe des présidents, a lieu ce week-end au Club Royal Montréal à l'Île-Bizarre. Et voilà que la presse, sous la plume de Vincent Brousseau-Pouliot, nous apprend aujourd'hui que le gouvernement du Québec a injecté 6,5 millions de dollars dans le financement du tournoi. À cette somme, on ajoute 2,5 millions du gouvernement du Canada. Alors, la divulgation de cette information, ça a mis le feu aux poudres à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Gabriel Nadeau-Dubois a déchiré sa chemise, les autres partis d'opposition aussi. On en a abondamment parlé, nous, depuis le début de l'émission. Je le vois dans la messagerie texte. Les gens ont des opinions très tranchées sur le sujet. Certains comprennent, d'autres ne comprennent pas. Alors, pour en savoir plus long sur l'opinion des oppositions, je rejoins le député de Québec solidaire dans Rosemont, Vincent Marissal, qui est également porte-parole en matière de sport, administration gouvernementale et responsable de la métropole. Vincent, bonjour. Oui, bonjour Philippe. Vincent, comme je le dis à chaque fois que je t'interviewe, je te tutoie parce qu'on se connaît depuis trop longtemps, on a travaillé ensemble depuis trop longtemps pour qu'on se donne du vous l'un l'autre. Alors Vincent, j'écoutais aujourd'hui la réaction de ton co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois. Vous avez été très, très dur dans votre réaction. Oui, on a été dur parce qu'on entend depuis le début de la session qu'il va falloir se serrer la ceinture. Le gouvernement envoie des mémos via la présidente du Conseil du Trésor aux députés
de la CAQ en leur disant calmez un peu vos ardeurs, là, vous n'aurez pas de nouvelle école, faites pas d'annonce là, parce qu'il faut serrer la ceinture tout le monde. Alors après ça, on apprend qu'ils ont fait un petit deal avec la PGA. La PGA, en passant, là, c'est pas exactement les disciples d'Emmaüs, là. C'est une entreprise multimilliardaire qui fonctionne très, 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 très bien. Puis ça fait suite à l'entente qu'il y avait eu entre le gouvernement et les Kings de Los Angeles, qui seront d'ailleurs à Québec la semaine prochaine, qui viennent jouer 2 matchs pré-saison à Québec au Centre Vidéotron, puis à qui on a donné aussi autour de 6-7 millions. Vincent, je t'arrête parce que moi, j'ai tiqué un peu quand j'ai entendu Gabriel Nadeau-Dubois dire ça. Parce que la réalité, c'est que ça s'est pas véritablement passé comme ça. L'entente pour la Coupe des présidents est antérieure à celle des Kings de Los Angeles. On le sait, là, le budget même a été mis sur 3 ans. Donc, l'entente avec la Coupe des présidents date probablement de 2022 et celle des Kings en 2023. Alors, en 2022, la situation était différente. Bien sûr, peut-être qu'on aurait dû le savoir à ce moment-là, mais c'est difficile de dire qu'on a appris des Kings. On n'a pas tiré les leçons de la subvention des Kings quand l'entente pour la Coupe des présidents a été faite plus tôt. Moi, je te dirais que peu importe de toute façon quand est-ce que ça a été fait, le gouvernement ne devrait pas faire ce genre d'entente-là avec des multimilliardaires du sport américain. Je pense que ces entreprises-là font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. S'ils veulent venir profiter des paysages de Montréal, de Charlevoix ou d'ailleurs, ils sont les bienvenus. Puis moi, j'ai rien contre le golf. Venez ici. Mais ces entreprises n'ont pas besoin des subventions. Ensuite, le premier ministre était allé à Los Angeles. Justement autour de 2021-22, il avait rencontré Luc Robitaille. C'est pas mal là que ça s'était attaché. Après ça, on a fait le deal avec les Kings qui viennent jouer 2 matchs. C'est à peu près au même moment où, de toute façon, on a établi l'accord avec aussi la PGA. Donc, c'est un modus operandi du gouvernement. Puis d'ailleurs, la ministre Proulx s'en cache pas. Elle en veut plus, elle en veut mieux, elle veut les amener ici, elle ouvre les coffres du gouvernement. Là, elle a passé un message aussi là, à la NFL puis à tous les autres. Si ça vous intéresse, on va vous faire un deal puis on va vous donner de l'argent. Moi, le problème que j'ai avec ça, Philippe, c'est que ça se fait ailleurs puis les autres villes ne payent pas. Les autres États ne paient pas. La Caroline du Nord a eu la Coupe des présidents. Ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé une scène de fonds publics. Même chose au New Jersey. Utah devait avoir les Kings de Los Angeles. Ils n'avaient pas payé une scène. Mais c'est pas une situation différente, Vincent, quand ce sont les États-Unis d'une part et d'autres pays qui sont impliqués. Je pense que la Nouvelle-Zélande ou l'Australie a payé à quelque part pour la Coupe des présidents aussi. Je vois pas pourquoi ce serait différent. C'est le même argument. La ministre Proulx nous sert le même argument de visibilité et de retombées économiques. Et puis, parlons-en des retombées économiques. Ça fait longtemps qu'on entend parler de retombées économiques. On a couvert les expos, toi et moi, là, au moment où ils restaient, ils partaient, ils revenaient, et puis finalement, ils sont partis. On en a sorti là, des chiffres et des chiffres et des chiffres. La même chose pour la Formule 1. À chaque année, la Formule 1, ça rapporte tant. Si le gouvernement de la CAQ a des études crédibles, valables sur les retombées réelles de la PGA, de la Coupe des présidents à l'île des Bizarres, qu'elle les dépose demain à l'Assemblée nationale. Je vais étudier ça avec rigueur. Mais de façon très empirique, là, quand on regarde ça, c'est vrai, semble-t-il, que les hôtels sont pas mal remplis à Montréal pour la 3e semaine du mois de septembre. C'est pas nécessairement fréquent. Il n'y a pas des arguments là qui sont intéressants pour soutenir une activité sportive qui attire cette fois-ci clairement des gens de l'extérieur. Ouais, à la fin, qu'est-ce qui dit qu'ils ne seraient pas venus? S'ils vont ailleurs puis qu'on les paie pas pour qu'ils viennent puis qu'on ne paie pas le transport de leur matériel, est-ce qu'on est mauvais négociateur? Est-ce qu'on est donc même tellement pressé d'aller signer des deals à l'international, puis là, ça donne des Nordvolt dans un autre registre, là, qu'on est tellement impressionné par ces grosses ligues-là qu'on fait des deals avec eux autres, puis pendant ce temps-là, il y a des villes semblables à Montréal qui ont les mêmes événements pour gratis. Et en ce moment, là, puis en politique, le timing fait foi de tout, là, ça passe mal. Ça passe mal. Le gouvernement traîne les Kings de Los Angeles comme des casseroles en arrière de ses limousines, puis il va traîner la PGA aussi, parce que je comprends qu'il y a des gens qui peuvent aimer ça, puis des gens qui peuvent être d'accord, là. Puis je répète, j'ai rien contre le golf, là. Rien du tout, même. Mais c'est difficile en ce moment d'admettre qu'on peut dépenser autant d'argent alors que partout ailleurs, on se serre la ceinture. Bon, mais il y a une valeur de symbole qui est peut-être encore plus forte que les montants d'argent. C'est sûr. En politique, tu le sais, les symboles sont très, très importants. En tout puis moi, 6,5 millions, 7 millions pour les Kings sur l'ensemble de 200 milliards et plus. On s'entend que c'est même pas des peanuts, c'est 3 écales de peanuts. Sauf que c'est le principe.
C'est le principe. Puis pour le commun des mortels, des 6 millions, 7 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Puis en ce moment, il y a des écoles qui envoient leurs enfants dans des classes barricadées. Il y a des cégeps qui ne peuvent pas réparer leurs ascenseurs parce qu'ils se sont fait dire d'arrêter de dépenser complètement. On n'est pas capable de ramener notre monde dans le réseau de la santé. Alors oui, c'est des valeurs de symbole, mais comme le dit si bien M. Legault, gouverner, c'est choisir. Et là, selon toi, il ne fait pas les bons choix. Parlons politique, plus purement les débats à l'Assemblée nationale, Vincent. Là, le ton a monté encore une fois entre Gabriel Nadeau-Dubois et le premier ministre Legault aujourd'hui. Tout ça à propos de l'appui supposé, réel, irréel, peu importe comment on l'analyse, de M. Legault envers Pierre Poilievre, là, quand il a demandé au Bloc québécois de voter en faveur de la motion de censure pour renverser le gouvernement de Justin Trudeau. Aujourd'hui, François Legault s'est défendu d'avoir appuyé Pierre Poilievre. Voici comment Gabriel Nadeau-Dubois a réagi. J'aimerais ça connaître l'adresse du cordonnier du premier ministre parce que ma poignée dans le dos est un peu lousse. Faudrait que je la fasse ajuster. Tout le monde au Québec a compris ce que le premier ministre a fait jeudi dernier. Il s'est rangé derrière Pierre Poilievre. Puis Pierre Poilievre, il n'a rien promis en matière d'immigration au Québec, pas un pouvoir de plus. Il n'a rien promis sur le plan de la langue française au Québec, pas une mesure de plus. Ce qu'il a promis, par contre, c'est des nouveaux pipelines. Bon, alors François Legault se défend d'avoir appuyé Pierre Poilievre. Comment vous voyez ça après la réplique de M. Legault? Bien, M. Legault, effectivement, essaie de se défendre en disant « J'ai pas dit aux Québécois, nommément, allez voter Pierre Poilievre ». Sauf que si on fait par élimination, on comprend qu'il préférait que ce soit Pierre Poilievre que Justin Trudeau. Ça, on a compris ça. Et il demande donc au Bloc et au NPD de défaire Justin Trudeau, puis on sait qu'en ce moment, le favori dans les sondages, c'est Pierre Poilievre. Alors, 1 + 1, ça fait 2. On sait en plus que M. Legault, M. Trudeau, c'est pas nécessairement invité au même party. Et là, le problème qu'il a, M. Legault, c'est que Pierre Poilievre représente quand même, à certains égards, il est aux antipodes des valeurs québécoises, notamment sur la question de l'avortement, notamment sur la question des nouveaux pipelines qu'il voudrait faire passer au Québec, qu'on le veuille ou non. Puis quand M. Legault dit « M. Trudeau ne comprend pas nos problèmes d'immigration », il est vrai, et Gabriel a raison, que Pierre Poilievre n'a strictement rien dit en matière d'immigration. Il est très prudent là-dessus ou très habile là-dessus. Alors, qu'est-ce qui fait croire à M. Legault que Pierre Poilievre réglerait les problèmes qu'il dit avoir en immigration? Rien du tout. Rien du tout. Alors, je comprends que M. Legault, c'est un peu embarrassant pour lui. Puis hier, il fallait voir aussi certaines de ses députés qui n'étaient pas tout à fait à l'aise avec le fait d'éventuellement appuyer Pierre Poilievre. Il y a 1/3 des députés de Pierre Poilievre qui sont contre l'avortement. Pour Québec solidaire, est-ce que c'est préférable que Justin Trudeau reste premier ministre ou que Pierre Poilievre devienne premier ministre à plus ou moins court terme? Oui, nous, on ne dit pas aux gens pour qui voter, contrairement à M. Legault. Puis rappelez-vous qu'il l'avait fait la dernière fois aussi, avec Erin O'Toole. Il avait suggéré fortement aux Québécois de voter pour les conservateurs d'Erin O'Toole, qui, disait-il, respectait plus les provinces que les libéraux. Je vais laisser la population québécoise choisir, parce qu'on ne devrait pas justement dire aux Québécois où voter ailleurs, mais honnêtement, moi, j'ai un gros problème de valeur avec le conservatisme social de Pierre Poilievre. Merci beaucoup, Vincent. Merci, salut, à bientôt. Vincent Marissal est député de Québec solidaire dans Rosemont. Il est porte-parole de son parti en matière de sport, administration gouvernementale. Il est également porte-parole au niveau de la métropole. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. C'est parti entre Geneviève Peterson et Marc Cassivi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Geneviève, Marc, bien sûr, le sujet aujourd'hui, c'est le théâtre La Tulipe qui a fermé ses portes. Là, il y a un voisin qui s'est plaint du bruit. Il y a eu une longue saga judiciaire. La Cour d'appel a finalement donné raison au voisin. Donc, La Tulipe a dit, écoutez, pour l'instant, on cesse nos activités. On verra bien ce qui va arriver. Mais c'est une très mauvaise nouvelle pour les artistes. Pas de doute là-dessus. La mairesse de Montréal aussi qui a dénoncé cette décision-là. Alors, aujourd'hui, on vous pose la question et les gens qui nous écoutent, je vous invite à vous prononcer dans notre messagerie texte 98985 98985. Alors, dans la foulée de cette nouvelle, est-ce qu'on est pour ou contre des limitations de bruit imposées à des salles de spectacle? Alors, est-ce que c'est normal, oui ou non, que des salles de spectacle doivent fermer parce que des voisins trouvent que ça fait trop de bruit? Marc, je commence avec toi. Non aux limitations de bruit. C'est l'essence du problème en ce moment. En fait,
lundi, je voyais ça, ce détail. C'était l'anniversaire du décès, le 10e anniversaire du décès de Gilles Latulippe, lundi. Je me dis qu'il doit se retourner dans sa tombe. Il y a une réglementation à la Ville de Montréal, notamment pour l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, un fameux règlement 9 qui interdit tout bruit qui est provoqué par, puis là, j'oublie le terme, là, mais ça veut dire essentiellement des enceintes acoustiques ou n'importe quoi qui accentue le bruit ou les En fait, c'est sons. le bruit audible causé par les appareils sonores. C'est les ce que appareils dit la loi. sonores, Oui, exactement. donc ça inclut pas mal d'affaires. Bravo, ça veut dire Geneviève. pas mal tout. Ouais, c'est ça, je me retrouvais pas dans mes notes. Et donc, une salle de spectacle ne pourrait pas, et on parle de la Tulipe en ce moment, d'aucune manière amplifier le son dans la salle. Il faudrait que ce soit juste des artistes qui déclament des poèmes là, sur scène, et c'est pas ce qui se passe à la Tulipe depuis de nombreuses années. On parle d'une salle patrimoniale, centenaire, où moi-même j'ai vu plein de très très bons shows, les Cowboys fringants, Soufiane Stevens, des affaires. Ça fait partie du tissu culturel montréalais, et de dire vous pouvez pas faire de bruit. Là, on est vraiment dans une application du règlement qui est trop stricte à mon avis. Ça va pour du voisinage, c'est pour le bon voisinage. Le voisin fait trop de bruit pendant qu'il fait son barbecue, soit. On s'installe à côté d'une salle de spectacle en 2016. On doit quand même s'attendre à ce qu'il y ait un certain bruit, un certain niveau sonore à accepter. Puis je trouve tout ça assez absurde. Geneviève. Moi, je suis partagée sur ce dossier-là, pas sur la Tulipe en tant que telle, là, parce que c'est ridicule, cette histoire-là. Là. Écoutez, on est allé en cours avec un voisin pour lequel l'immeuble a été transformé en immeuble résidentiel à cause d'une erreur de fonctionnaire. T'sais, c'est à cause qu'on a fait une erreur que cette bâtisse-là, donc le voisin a pu faire sa résidence. Donc, tout de suite en partant, ça part d'une incongruité. Là. D'ailleurs, le jugement me surprend vraiment beaucoup, et je ne suis pas la seule. Puis c'est sûr, là, Marc, j'abonde absolument dans ton sens. C'est quand tu t'installes près d'un endroit comme un théâtre, comme un bar, comme une salle de spectacle, tu peux pas vraiment venir chialer ensuite parce que tu le savais dans quoi tu t'embarquais. Moi, je vais toujours me rappeler, puis ça, c'est une histoire vraie. Il y a une madame qui avait acheté un condo à côté de la cour d'école de mes enfants, OK? Et elle faisait des plaintes pendant les récréations. Parce que les enfants faisaient du bruit, ils jouaient dehors. Parce que les enfants faisaient trop de bruit. Puis, à un moment donné, t'es comme, madame, pourquoi vous vous êtes installée là? Vous le saviez, là, l'école n'est pas rentrée en dessous de la terre quand vous avez visité votre condo. Elle était en plein dans votre champ de vision. Comme disait Dan Bigra, tu me tueras. Hein, à un moment donné, dans les écoles. C'est un peu épais, je m'excuse. Là. Donc, c'est pas vraiment le même genre de situation où, par exemple, on s'installerait, on achèterait dans un endroit et qu'après un bar, une salle de spectacle ou tout autre endroit qui fait du son, qui fait du bruit s'installerait. Par contre, puis là, tu sais, j'exclus parce que je pense que l'idée, c'est d'élargir le débat au-delà du bar, de la salle La Tulipe. C'est pas parce que tu habites près d'un bar ou près d'une salle de spectacle qu'il faut que tu acceptes l'inacceptable. Là, parce que des fois, il y a des choses qui se passent, puis la qualité de vie descend. Puis ça, je peux comprendre des voisins à ce moment-là de dire, là, ça a plus de sens. Puis on le sait, là, sur le plateau, les chicanes de voisinage avec les bars, puis c'est le cas aussi dans mon quartier. Tu sais, moi, j'habite près de la promenade Masson. Tu le sais, Marc, tu habites près de là aussi. Les Montréalais le savent, là, cette rue-là s'est transformée. Et à un moment donné, on a vu des bars et des restos arriver. Puis c'est super, là, pour vrai. Moi, j'ai rien contre les bars et les restos, mais il y a quand même des inconvénients. Tu sais, comme lesquels as-tu vécu, Geneviève? Moi, ce que je trouve parfois aberrant, puis tu sais, moi, je veux lever mon chapeau aux propriétaires de bars, là, parce qu'ils font leur maudit gros possible. Pour vrai, là, pour avoir des bonnes relations avec leur voisinage, parce que ils veulent pas avoir de problème, c'est bien sûr. Mais à un moment donné, tu sais, ça vient avec le territoire, la faune nocturne. Donc, tu as des line-up qui sont parfois bruyants, des fêteurs qui vont crier. Le matin, tu te promènes, par exemple, sur la rue, puis il y a du verre cassé. Je m'excuse pour ceux qui sont en train de manger du vomi sur le trottoir parce qu'il y a des gens qui ont fêté trop fort. Je trouve que les gens, parfois, et de plus en plus, manquent de civisme. Donc, ça crie sa gueule. Puis, près des bars, il y a souvent des petites affichettes, là, respecter le voisinage. C'est parce que les gens sortent fumer des cigarettes, souvent. Donc là, ça parle. Puis tu sais, on le sait, on est tous pareils. Là. Moi, la première, là, quand tu bois un peu d'alcool, déjà que dans la vie, je suis un peu énervée. Ça jase. Puis là, tu te mets à parler de Donald Trump à minuit, là, avec un verre dans le nez. C'est vrai que je parle fort! Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe. Donc, tu sais, c'est pour ça que je dis que je suis nuancée sur la question, parce que tout n'est pas permis parce qu'une salle de spectacle ou qu'un bar s'installe dans les environs. Il faut faire preuve de diligence, puis il faut cohabiter.
T'sais. Mais en même temps, si tu veux pas de bruit, va-t'en en campagne, mais va pas à Saint-Lambert, parce que là, tu vas entendre île sonique, là. Mais tu sais, tu vis en ville, ça vient avec. Tu sais, en quelque part, non? Oui, mais oui, absolument. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est comme vivre sur Papineau puis trouver qu'il y a trop de trafic vers le pont. Là. Je veux dire, la route est là. Il y a des autos. Je suis désolé, le temps des calèches. Tu le sais quand tu achètes sur Papineau. C'est ça, exactement. Mais en fait, c'est pour revenir à les bars, les salles de spectacle, elles font partie du tissu de Montréal. Si on veut pas que Montréal soit Ottawa, si on s'enorgueillit de la joie de vivre de Montréal. Les touristes qui viennent, les touristes américains notamment, c'est ici qu'ils viennent fêter. Ça fait partie du tissu social. Puis là, de mettre ces restrictions. Et le problème, c'est justement l'interprétation restrictive de ces règlements qui fait en sorte que et les bars et les salles de spectacle sont vraiment mises devant des situations où elles pourraient disparaître les unes après les autres. Là, je sais que, par exemple, dans l'arrondissement du Plateau, dès demain, on va faire en sorte que cette réglementation est suspendu, le fameux règlement 9, mais ça fait des années que l'administration municipale il aurait pu agir avant. Là. Avant. Ils n'ont pas été très, très rapides. Oui, en sachant en plus que c'est en appel, qu'il y a une décision qui s'en vient, on peut réagir avant. On tarde à réagir, puis là, on réagit quand la catastrophe arrive. Mais tu sais, Marc, j'ai l'impression que l'administration municipale pensait que la Cour allait statuer dans l'autre sens. D'ailleurs, ils ont avoué, M. Rabouin, je pense qu'il dit, le jugement m'a étonné. Commence pas à présumer du jugement de la Cour d'appel. Prends les mesures législatives qui s'imposent. En même temps, Philippe, il disait aussi que ça n'existe pas un droit acquis sur un permis émis par erreur. On doit lui donner à M. Rabouin. Là, à un moment donné, c'est comme tellement incongru ce qui s'est passé. Puis, je peux bien croire qu'il va faire un addenda dans la loi pour exempter les bars, les restaurants et les salles de spectacle. Ça rentre en vigueur le 8 octobre, par ailleurs. Mais ce qui était épeurant, c'est la jurisprudence. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres salles de spectacle de Montréal, les bars, les restaurants? À un moment donné, c'est où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit? Est-ce qu'on fait un couvre-feu? On veut pas ça, là, tu l'as dit, Marc. L'identité de la Ville de Montréal, c'est la vie nocturne, les festivals. Donc, il faut aussi s'assumer là-dedans. Là. Beaucoup de réactions dans notre messagerie texte. Je vais vous en lire quelques-unes. La mairesse qui dénonce cette décision, ça n'a pas de bon sens parce que toute cette histoire part d'une erreur de son administration. Quelqu'un, c'est Brian de Longueuil qui nous dit « La Ville n'aurait jamais dû laisser le voisin de la salle de spectacle s'installer là comme résidence principale. Une salle de spectacle qui doit avoir à peu près 100 ans. Quel emmerdeur, ce voisin. Le gars, la Ville devrait dédommager le gars pour son erreur et le forcer à se relocaliser. » Quelqu'un qui déplace le débat dans les Laurentides, et c'est intéressant, c'est une autre réalité, mais la dynamique est à peu près la même. C'est la même histoire dans les Laurentides et partout en région où les gens se font construire des chalets ou une maison secondaire près des terres agricoles ou des pistes de skidoo. Et après, ces gens-là se plaignent du bruit des tracteurs et puis des motoneiges qui passent. Quelqu'un d'autre qui dit, moi, je suis à côté d'un supposé vignoble qui a décidé de faire une discothèque sous un faux prétexte, puis je suis pogné pour vivre avec ça. Quelqu'un d'autre qui semble penser un peu le contraire. Montréal doit appartenir aux Montréalais, pas aux sacrés saints touristes. Ouais. Oui, peut-être. Ouais, les Montréalais aiment ça, les spectacles aussi. Là, c'est ce que j'ai envie de dire. Absolument, c'est ça. Dans les festivals, c'est des Montréalais qui sont là. En première instance, le juge disait il n'y a pas de droit acquis à la nuisance. Soit, je suis d'accord avec ça, mais il n'y a pas non plus de droit qu'on s'arroge, droit individuel qu'on s'arroge au détriment de la collectivité parce qu'on a décidé de profiter aussi d'une erreur, comme disait Geneviève, administrative qui fait en sorte que tout d'un coup, un bâtiment commercial, on peut le transformer en résidence. Puis là, on a affaire, on va le dire, à un quai roulant. Ça arrive souvent dans ces situations-là. C'est arrivé aussi avec d'autres salles de spectacle, par exemple la SAT, la Société des arts technologiques sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal aussi. Une voisine qui trouvait qu'il y avait trop de bruit. La même chose, des condos qui ont poussé. Il y a des condos qui poussent partout, là, dans les quartiers des spectacles, dans le quartier latin. Il y a des condos partout, mais ça vient avec un festival en face. Et tu as le privilège d'être aux premières loges pour des shows de blues, puis des shows des franco, puis de jazz. Mais après ça vient... Il y a des irritants. Du bruit jusqu'à 23h, même si tu as le goût de te coucher tôt ce soir-là. J'ai envie de dire, si t'es pas content, va prendre de l'air ailleurs, puis loue ton condo le temps que ça dure, tu vas faire de l'argent. Oui, ça c'est un autre... Bon, c'est peut-être pas un conseil que le fisc apprécierait. Voilà, il faut quand même dormir quelque part. OK, on va à la pause et on revient. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez
Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. On continue le débat sur les salles de spectacle et le bruit ambiant. Là, on le sait, le théâtre La Tulipe à Montréal qui doit fermer momentanément ses portes parce qu'un voisin s'est plaint du bruit et la Cour d'appel lui a donné raison. Marc Cassivi et Geneviève Peterson sont avec moi. Geneviève, t'es une femme de solution et t'as une idée pour La Tulipe. Ben, pas toujours. Là. Des fois, j'aime ça être de mauvaise foi, mais pas cette fois-ci. Non, parce que non, j'y crois à la culture montréalaise puis je pense qu'il faut la protéger. Non, mais Valérie Plante a fait une sortie puis évidemment, le maire de l'arrondissement, Luc Rabouin, qui arrêtent pas de jaser de tout ce qui se passe, mais que l'administration rachète ce voisin-là, qui rachète sa résidence s'il trouve tant que ça que c'est une erreur, s'il croit tant que ça à la pérennité de la culture que peut apporter un établissement mythique comme La Tulipe, ben qu'on rachète cet homme-là, qu'on rachète sa résidence et qu'on en fasse quelque chose dans lequel personne va être dérangé par le bruit. Moi, c'est ma solution. Je vois pas d'autre solution, d'ailleurs. Idée intéressante. Marc, toi, tu dis que c'est pas le seul cas à Montréal de salles de spectacle qui ont dû fermer de façon permanente ou momentanée. Le danger est réel. Puis Geneviève parlait justement du précédent qui est créé par cette décision de la Cour d'appel. En première instance, d'ailleurs, le juge avait dit que le bruit rend M. Baudouin plus irritable et trouble sa quiétude. Et il doit être irritable à la base, pareil. Oui, c'est ça qui a mal né. Mais il y a des salles, par exemple, je pense au Divan Orange, qui est une salle mythique de spectacle, plus petite, évidemment, pas une salle patrimoniale comme La Tulipe. Les Bobards, qui a été longtemps, c'était au coin de Marianne et Saint-Laurent, dans des zones que l'administration Plante appelle de vitalité nocturne. On est là-dedans, on veut mettre en lumière le nightlife, la vie nocturne de Montréal. Et puis, La Tulipe, c'est la même chose. Devant, il y a le théâtre La Licorne. Papineau est à un coin de rue de Mont-Royal qui est fermé tout l'été. Ce sont des endroits où les gens se promènent pendant les fins de semaine, tard le soir, où il y a des bars. C'est pas vrai que c'est une salle isolée comme ça. Donc, le danger est réel pour tous ces propriétaires de salles. Après, je comprends que il peut y avoir des mesures d'atténuation. On peut obliger ces salles à mieux insonoriser. Je suis sûr qu'à La Tulipe, ce vieux bâtiment, le vieux théâtre des variétés, probablement que les murs sont pas si épais que ça. Puis en plus, ce que le monsieur a acheté, c'était l'espèce de dépense là, où on rangeait des affaires de la salle de spectacle. Donc effectivement, probablement que c'est pas très bien insonorisé, qu'on met de l'argent là-dedans, mais qu'on s'assure quand même que ces salles puissent faire plus de bruit qu'un récital de poésie. C'est la base. Oui, tout à fait. Puis je serais curieux de savoir là, si, par exemple, on peut plus faire de spectacle, comment le voisin va réagir si, par exemple, la Ville propose de faire un site d'injection supervisé à cet endroit-là. On devrait lui poser la question. Ou un refuge pour itinérants, puis on cherche des endroits. Là. Le théâtre La Tulipe, c'est au coin de Mont-Royal, Papineau, ça pourrait être un endroit tout indiqué. Absolument. Comment il va réagir, le voisin? Ouais, peut-être qu'il va trouver que finalement... peut-être que... Il est rulant, hein? Voilà, c'est ça. C'est que ce que je trouve, c'est que attaquer rapidement le bruit d'une salle de spectacle, ça m'apparaît un exercice très, très audacieux. Et je comprends là, qu'on a le droit de défendre ce à quoi on croit, on a le droit de défendre sa quiétude, mais tout à coup, il y a quelque chose comme le bien commun. Tu sais, tu parlais tantôt, Geneviève, puis c'est le genre d'argument qui me touche, tu sais, la dame qui achète un condo pas loin d'une école puis qui se plaint parce que les enfants jouent dehors. Puis on le voit souvent, là, ça arrive à peu près une fois par hiver. Tout à coup, des enfants qui jouent au hockey dans la rue. Puis là, il y a un voisin qui dit « Hey, je peux pas passer en char, il a fallu que je ralentisse. » À Longueuil, là, il y a un an ou deux, il y a eu toute une controverse à ce sujet-là. Tu sais, tout à coup, la vie collective demande un certain nombre de compromis. Et les tribunaux donnent le plus souvent raison aux plaignants, malheureusement, dans ces histoires-là. Mais ce que ça démontre, je trouve, les exemples dont tu viens de parler, Philippe, c'est aussi que notre individualisme s'en va croissant, qu'on est de plus en plus tourné vers nos propres besoins et peu vers les besoins de la communauté et de la collectivité. Puis ça, je trouve ça vraiment épouvantable. Puis je pense que la pandémie a accéléré ce sentiment-là, puis qu'on est un peu, entre guillemets, tous plus réfractaires à l'autre qu'on l'était avant. Puis je pense que cette histoire-là de La Tulipe, ça démontre absolument ça, là, pas être capable de composer avec les aléas de la vie urbaine, les aléas de la vie culturelle. Crime, Marc, il a acheté la dépense de la patente de spectacle. Tu me niaises-tu rendu là, monsieur? Là. Exactement. OK, on s'en va. Mais on parle de lui, mais en tout cas, vous comprenez, là. Je ne vais pas m'acharner sur lui, là, mais quand même. On s'en va aux déclarations. Les déclarations.
Geneviève, je commence avec toi. Oui, je veux parler octobre qui arrive. Ça vient avec la campagne Oxob organisée par Le Grand Chemin, qui est un organisme qui parle de dépendance. Et j'en profite non pas pour faire la morale, mais pour nous inviter, et le nous est important, moi je m'inclus là-dedans, là, à réfléchir sur notre consommation d'alcool, mais à toutes les formes de dépendance qu'on peut avoir. Parce que je trouve qu'on a une vision souvent très cliché de la dépendance. T'sais, moi, je vois l'alcoolique avec sa bière dans un sac brun, là, mais on s'entend que c'est pas ça, que ça peut prendre plusieurs formes, ça peut se cacher dans plein de raccoins de notre vie. Puis moi, je me pose souvent la question pourquoi je bois, et j'aime pas souvent la réponse. Donc, mais là, voilà. si octobre, là, ça se joint au février sans alcool? Ben c'est mieux, non? On a maintenant 2 mois où on peut réfléchir dans notre petit coin si on a des problèmes. C'est ça. Fait qu'à Noël, on prend des grosses brosses, puis après, on se prépare avant, puis après, puis on est comme plein de paradoxes, puis c'est merveilleux. Extraordinaire. Est-ce que c'est la première année d'octobre? Ah non, ça dure depuis 2015. OK, ouais. Je connaissais pas ça. Marc? Je reviens sur un sujet dont on a amplement parlé ici même à l'émission, depuis le début de l'émission. Pas de golf, tu ne parleras pas de golf. Bon, je suis pas un fan de golf. La seule fois que j'ai joué au golf, je pense que tu étais là, Philippe, d'ailleurs. Ah oui? Peut-être même dans ton Philippe, il comptait ses pas. Oui, c'est ça. 15 264 ce jour-là. Exactement. Mais bon, je suis pas un fan de golf, mais je suis un fan de soccer, comme tu sais. Et donc, ces subventions gouvernementales à des événements sportifs, à des entreprises qui font des milliards de profits, j'ai bien de la misère avec ça, contrairement à Jérémy, contrairement à Maker. Ça me fait mal que la Coupe du monde de soccer ne sera pas à Montréal. J'en rêve depuis que je suis tout petit. Mais l'argent, ce qu'il fallait investir pour que ça vienne, ça n'a juste pas de bon sens. C'est vrai que c'est beaucoup, surtout quand le meilleur golfeur de la planète vient de toucher un boni de 25 millions de dollars américains pour avoir gagné le championnat de la saison qu'on appelle la Coupe FedEx. Ouais, peut-être faire acheter le voisin là-dessus. Oui, bonne celle-là. En effet, il pourrait le racheter. OK, je reste dans le sport. Hommage aux White Sox de Chicago, la pire équipe des ligues majeures qui va battre le record là, qui date depuis en tout cas du baseball moderne pour le nombre de défaites. Imaginez une fiche à l'heure actuelle de 37 victoires, 120 revers. Imaginez une situation comme celle-là à Montréal. Imaginez les shows au 5-7 à RDS, à l'antichambre, partout. Si notre équipe de hockey perdait aussi souvent, j'ose à peine imaginer la situation à Chicago. C'est une histoire de sport qui est quand même hors de l'ordinaire. Merci Marc, merci Geneviève. Salut tout le monde. Je vous retrouve demain 15h.